Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tout est déjà là, le podcast qui tisse des ponts entre spiritualité et entrepreneuriat. Pendant le mois de décembre, je te propose de découvrir ou de redécouvrir des extraits de l'épisode 43, épisode en 3 parties qui marquait la première année du podcast. Pour cet épisode anniversaire, j'avais proposé aux personnes interviewées en 2024 de m'interroger à leur tour. Dans l'extrait d'aujourd'hui, je réponds aux questions de Nathalie et Adam, artistes et formateurs en yoga de la voix. Ils m'ont questionné sur la sadhana, ou pratique personnelle, sur mes conseils pour démarrer une pratique spirituelle dans le monde chaotique d'aujourd'hui et sur un aspect philosophique du yoga. Je te souhaite une belle écoute. Ramana Maharshi. Oui, C'est bien comme ça qu'on prononce. Ramana Maharshi, c'est un grand sage. Alors là, qui pose la question? Qui donne la réponse? Ouais, c'est-à-dire qu'elle donne vraiment cette question. Donc, Ramana Maharshi, c'est un grand sage qui a questionné, qui était vraiment dans ce questionnement du soi. Moi, je suis au tout début. En fait, j'ai croisé son chemin, ses enseignements, parce qu'il nous a quittés il y a quelque temps et je l'ai jamais rencontré personnellement. Mais j'ai croisé ses enseignements au tout début de mon chemin de yoga, avec mon premier guide qui nous en avait parlé, mais à l'époque, j'avais pas trop accroché parce que j'essayais déjà de comprendre ce que mon guide disait, nous communiquer, qui était déjà bien chargé. Et quand j'ai ouvert le livre de ce grand sage, j'ai fait: pas prête». Je l'ai posé de côté, je me suis dit C'est souvent comme ça. ouais, je me suis dit: «Là, je suis encore un bébé, on va le garder là au chaud, on va déjà On est essayer de sur un comprendre ce chemin, que» voilà. il faut y revenir. Ouais. Exactement, mais la pierre était posée et je sais pas pourquoi, alors ça, c'est très, très drôle, j'en avais parlé avec des amis. À partir je crois que c'est 2016, je me suis mis à recevoir la lettre parce l'ashram de ce grand sage envoie une newsletter une fois par mois avec plein de sagesse. Et tu t'es pas inscrite? Je ne sais pas d'où vient cette newsletter. Donc depuis, je la reçois. Je suis très contente, mais je ne sais pas d'où ça vient. Et donc là, Nathalie et Adam m'en reparlent. Et donc là, ils sont au pied de la montagne où justement les enseignements de Ramana Maharshi étaient donnés. C'est un lieu qui est vraiment sacré, qui est très chargé, qui est très puissant. En fait, c'est un sage qui a été éveillé dès l'enfance. C'est-à-dire qu'un jour, il est parti, je crois qu'il avait 8 ou 11 ans. Je suis désolée si j'écorche sa bio, vérifiez les faits, mais en tout cas, il est parti très jeune de chez lui, enfant, en disant à sa mère, «Je me dépouille, je pars», et il est parti comme ça vivre tout seul dans la montagne, quoi. Donc déjà, tu dis, c'est un autre niveau. Et en fait, tout son enseignement a été sur le questionnement du soi et la quête du soi. Et dans cette question, il revient souvent à cette question du interroge-toi sur quelle est la source, quelle est l'origine. Et je relisais justement là avant aujourd'hui un passage du livre. Alors j'ai pas le passage mot pour mot, mais en gros une personne en fait les enseignements qu'on a de ce maître-là, c'est des retranscriptions de questions. En fait, souvent des personnes qui sont venues poser des questions, des retranscriptions de ses réponses. Et donc une personne lui disait dis-moi quelque chose. Et donc le sage dit: «Qu'est-ce que tu veux que je te dise?» Il dit: «Je sais pas». La personne répond: «Je ne sais pas, je sais rien, donc dis-moi n'importe quoi». Et il lui répond: «Interroge-toi sur la source de cette connaissance, interroge-toi d'où elle vient». Et en fait, il était tout le temps dans ce questionnement de la source. Et quand elle pose cette question, Nathalie, je te demande qui pose la question et qui donne la réponse. Encore une fois, je suis vraiment au début de ces enseignements-là, mais c'est un des grands enseignements pour moi du yoga, mine de rien. Même si, c'est plutôt de la sagesse, vraiment pure, mais en fait, quand il questionne ça, là, il va falloir que vous me suiviez, hein. Mais en gros, qui pose la question, l'idée, c'est de se dire que c'est l'ego, en fait, qui pose cette question. Mais qu'en fait, au-delà de l'ego, quand tu vas au-delà de l'ego, tu vas à la source. Donc si tu vas à qui pose réellement cette question, tu reviens à la source. Et si tu transcendes les masques, si tu transcendes les mots, si tu transcendes la volonté de vouloir savoir et que tu te déposes dedans, en fait, tu reviens à la source. Et la personne qui pose la question et la personne qui donne la réponse, en fait, viennent de la même source. Donc en fait, finalement, on est un. Et quand tu poses la question et que la personne donne la réponse, c'est la même source qui donne la question et la réponse. Donc en fait, quand tu donnes la question, tu as finalement déjà la réponse. Et il y a cette conscience, en fait, qu'on est vraiment issu du tout. Et de cette source, c'est que dès qu'on se dépouille du qui suis-je, qui est cette grande question qui symbolise vraiment ce grand maître, qui suis-je, on revient en fait à la source. Et on est tous à la source. Donc finalement, toi, moi, Nathalie, avec beaucoup d'humilité, on est la même chose. On est la même source. D'accord. Et j'allais traduire un petit peu, j'allais reparaphraser. Moi, ça m'évoque, c'est que si on enlève toutes les étiquettes qu'on nous a mis, qu'on se met, si on enlève toutes les peurs,
toutes les, croyances et les, injonctions qu'on reçoit et qu'on se met aussi encore une fois en tête. Quand on pose une question, le petit truc qui vibre, c'est déjà l'élément de la réponse. Oui. C'est-à-dire que en fait, ça peut être l'ego qui t'amène ta question, Mmh. parfois. C'est-à-dire que ça vient vraiment du mental, ça vient vraiment parfois d'une figure, mais lorsque tu te redemandes qui a posé la question, là, tu touches en effet à quelque chose qui est plus de l'ordre de l'énergie et de l'origine de chacun et chacune. Et ça m'a vraiment fait sourire parce que peut-être qu'il y a des personnes qui écoutent le podcast là, qui se rappellent de ça, mais il y a une session que j'enseignais beaucoup à Paris qui s'appelait «Qui suis-je?» justement, qui était pas en lien avec le stage forcément, mais ce qui venait c'était dans une période où j'étais en grande recherche personnelle de qui j'étais parce que j'étais complètement paumée et pendant mes pratiques personnelles, je me demandais tout le temps: «Mais qui je suis? Mais qui je suis?» Et à chaque fois, il y avait quelque chose qui venait, genre j'étais pas satisfaite avec, tu sais? Qui je suis? Directrice de projet? Non. Qui je suis? Guide de yoga? Non. Qui je suis? Et à chaque fois, je me rendais compte que plus on se pose la question, plus on refuse ce que le mental te donne en réponse, plus tu arrives à des ressentis et à une conscience et un apaisement qui amènent plus de réponses. Mmh. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? C'est en fait, tu es et c'est ce que ces enseignements disent, Tu l'es. à Ramana Maharshi, c'est qu'en fait, hem, quand tu te déposes, il y a plus de questions parce que tu es la réponse et donc comme tu es la réponse, il y a plus de questions non plus. Enfin, c'est-à-dire que c'est un état d'être qui n'interroge plus, qui est. Et c'est ce qu'il était d'ailleurs et ce qu'il incarnait, c'est-à-dire que lui, il répondait aux questions pour transmettre toutes ses connaissances et tout ce qu'il vivait et tout ce qu'il recevait comme message. Mais quand tu regardes sa vie, en fait, il y a un très beau reportage sur lui, qui est disponible. Il était juste dans l'instant, il questionnait pas plus que ça, il avait besoin de rien, il n'a Lâcher pas prise totale. total. Il était, c'est vraiment dans l'hindouisme qu'on appelle, en l'ascèse quoi. Mmh. C'est-à-dire qu'il et en même temps, son ascèse n'était pas dans la rigidité et la douleur. Parce qu'il y a beaucoup d'ascèses Oui, parfois dans certaines lignées d'hindouisme qui sont très dures. Mais en fait, lui, il était juste dans l'ascèse de lire. Il disait, et ça se fera le lien avec la question d'après, je pense, mais que, en fait, la bonne sadhana, parfois, c'était d'accepter de lire un enseignement ou d'accepter une pratique et de faire la même pratique toute sa vie. C'est-à-dire de pas questionner, de pas papillonner. Et finalement, qui pose la question et qui donne la réponse, bah, initialement, loin derrière, c'est la source et du coup, est-ce que la question et la réponse ont vraiment valeur à être? Tu vois? C'est des questionnements qu'on se pose beaucoup en spiritualité quand on creuse et c'est là où tu grattes sur des choses qui sont, comme tu dis, inconfortables, hein, les limitations, les croyances, l'éducation, la société. Quand tu tombes tous les masques, qu'est-ce qui reste? Ben, il reste que l'amour, en fait, c'est-à-dire la source de toute chose. Mmh. C'est un vaste sujet. j'aime beaucoup laisser des silences Mmh. pour accueillir tout ça. Mmh. Quelles sont les qualités nécessaires pour maintenir justement une véritable sadhana dans le monde insensé dans lequel nous vivons? Alors un peu moins insensé qu'à Paris, mais quand même, Oui, insensé même en Bretagne. oui, insensé dans vraiment le monde est insensé aujourd'hui, hein, quand on voit tout ce qui se passe. Hem, je pense que, Alors est-ce que juste tu peux m'expliquer, une véritable sadhana, oui, pardon, c'est vrai, merci de s'il me te rappeler plaît? à ça Il y a parce d'autres que personnes qui ont mais la bien vie. sûr. Alors la sadhana, en fait, c'est la pratique personnelle et la rigueur de la pratique personnelle, justement. C'est-à-dire d'avoir, ce qu'on disait juste avant, Ouais. des moments vraiment dédiés, hem, qui sont des points de rencontre avec toi-même, en fait, ou avec ta sangha, dont on parlera peut-être après, mais qui sont tes groupes de pratique, en fait, Mmh. qui des personnes qui partagent les mêmes intérêts que toi. Et en fait, la sadhana, lorsqu'on est, aspirant spirituel et yogi, yogini, c'est ce qui nous connecte à notre pratique, mais c'est surtout ce qui doit nourrir notre cheminement. C'est un peu le problème aujourd'hui, c'est que, heu, on a fait de la pratique posturale du yoga une fin en soi dans notre culture, européenne, américaine. Alors qu'en fait, la pratique des postures, c'est un chemin pour aller vers la méditation, pour aller vers continuer ce cheminement vers cette vérité dont je parlais tout à l'heure et cette source, dont Ramana Maharshi nous parlait. Et donc, dans le monde insensé dans lequel on vit, en fait, moi, les qualités que je ressens, que j'ai dû mettre en place et que je dois encore nourrir, c'est-à-dire qu'il y a des moments où je dérape, hein, quand même. Ce que je dis, tu vois, 2 heures et demie, 3 heures minimum par semaine de yoga de la voix. C'est pas confortable. Ben là, ça a été les fêtes de Noël. Je dois avouer que j'ai réussi à prendre
1 heure et demie la première semaine et la deuxième semaine, j'ai pas pu chanter. J'avais la belle famille à la maison, j'ai pas pu me Mmh. prendre 1 heure et demie pour me dire, «Je m'enferme et je joue du tempura et je chante». Donc c'est ça aussi la sadhana, c'est d'accepter ces moments où ça dérape, d'accepter qu'il y a des moments aussi où, on peut pas se dédoubler, on peut pas, on fait au mieux. En fait, c'est ça qui est important, c'est de faire au mieux et pour la sadhana, je pense que vraiment les qualités principales, c'est la discipline, et questionner constamment. C'est-à-dire, Et en même temps, ne pas se juger ouais, ou ne pas être trop dur avec soi-même. Il faut ouais, avoir la discipline, mais oui, si ça dérape, c'est là où je parle du il faut pas se questionnement. C'est flageller, ça. il faut juste revenir à la discipline. Et revenir à la discipline, puis entre-temps, juste se dire: «Bah, ouais, là, c'est j'ai f» en fait, dès l'instant où tu es dans ta sadhana, tu fais du mieux que tu peux. Donc par exemple, moi, je sais que ma sadhana, la semaine où j'ai pas pu faire le yoga de la voix, ça a été de prendre des moments pour respirer. J'ai quand même pu prendre 5-10 minutes par-ci par-là, où Il j'ai valait mieux respiré. faire ça plutôt que de te flageller et de dire: «Non, il faut que je Exactement, trouve ce créneau», voilà. heu, alors que c'était plutôt les quelques minutes de temps Oui, en temps qui tout à étaient fait. essentielles. Et c'est ça que j'appelle questionnement, moi. OK, C'est-à-dire toujours OK, faire le bilan, en fait, au lieu de se dire, ouais. ben, «Ah mon Dieu, je n'ai pas fait, mes 2 heures de postural, suivi de mon heure de méditation, suivi de mes 3 heures de pranayama et de machin». Tu te dis: non mais tu fais quoi de tes journées?» Et est-ce que l'un des Mmh. plus gros défauts, dans ce monde insensé qui est, l'égoïsme, si on le tourne en qualité, Mmh. si on dit, ben, en fait, il faut d'abord penser à soi, Ouais, faire justement notre sadhana ouais. pour qu'on soit, pleinement, juste, pleinement, cohérent avec les autres. Je pense que ce qui est important, c'est de se rappeler que la sadhana, c'est pas pour toi que tu l'as fait. En fait, quand tu es sur un c'est mon avis, hein, mais quand tu es sur un chemin spirituel, quand, ta sadhana, tu l'as fait pour le monde dans lequel tu vis. C'est-à-dire que tu te prends en main, tu te questionnes, tu chemines pour les autres. C'est-à-dire que, bien évidemment, tu en as les bénéfices au passage parce que, bah, tu descends tes limitations, tu poses les masques, comme je disais tout à l'heure, tu réalises certaines choses chez toi, tu changes des schémas aussi. Donc il y a cette notion que beaucoup de gens aujourd'hui n'aiment plus qui est de devenir la meilleure version de soi-même et devenir la version de soi-même, c'est parfois accepter que, aujourd'hui justement, bah, tu as respiré 10 minutes au lieu de chanter pendant 1 heure et demie. C'était ta meilleure version de toi-même aujourd'hui, c'est top. Mais ta sadhana, tu la fais pas pour ton ego et c'est là où le problème du yoga, je pense européen et américain, c'est que les personnes pratiquent pour: «Ah regarde-moi dans cette posture. Ah regarde comme je suis bien dans mon legging Lululemon». Pour beaucoup ou: «Oh regarde, j'arrive à faire, la posture sur la tête» ou, à pratiquer pendant 3 heures sans être fatigué. Mais c'est pas ça une sadhana. Une sadhana, c'est: «Tiens, en fait, je me rends compte que pour me connecter à l'autre aujourd'hui, moi, je dois faire ce travail sur, l'accueil, ma capacité à accueillir» et en fait, ça me permet d'ouvrir la porte, aux autres, de les accueillir et donc il y a un moment d'échange et de partage où d'un seul coup, peut-être, on se rend compte que, dans ces qualités de vie en commun, on est la même chose. On peut se respecter même si on n'a pas le même avis. On peut discuter même si on n'est pas d'accord. On n'a pas besoin de se taper dessus. On n'a pas besoin de se juger et c'est en ça qu'une sadhana est puissante. Une pratique qui te booste l'ego, c'est pas une sadhana. OK. C'est ce qui différencie le Note développement personnel de la spiritualité aujourd'hui. note pour plus tard, fais-nous un petit épisode de 60 minutes là-dessus, s'il te plaît. Quels sont les conseils que tu donnerais justement à un aspirant, spirituel qui souhaite s'engager aujourd'hui dans cette voie, du yoga Ouais. ou d'une sadhana? Alors la première, ce serait de trouver sa sangha. Donc ce qu'on appelle la sangha, c'est un groupe de personnes donc qui partagent les mêmes intérêts que toi. Donc si c'est la méditation bouddhiste, de trouver un groupe de personnes qui est dans ta lignée de méditation bouddhiste. Si c'est le yoga de la voix, de nous rejoindre. Si c'est, je ne sais pas, une autre pratique, le taoïsme, voilà, il y a des personnes qui font en France qui ont vraiment il y a vraiment des cercles de taoïsme et de pratiques spirituelles taoïstes, qui sont super. C'est de trouver déjà une sangha. Pourquoi? Parce qu'en fait, pendant des années, moi, j'en ai pas eu des sanghas. Une sangha, j'en ai pas eu Ah, tu de étais trop isolé. 2015 à 2020, j'étais enfin, jusqu'à même récemment, j'étais trop isolée, ce qui fait qu'en fait, tu tournes en boucle, tu Mmh. peux pas être confronté à l'autre, et justement, tu peux avoir une tendance à nourrir ton ego plutôt à nourrir l'ego pas sain plutôt que l'ego sain, comme j'aime bien l'appeler des fois. C'est-à-dire, c'est pas l'ego qui te permet de rester en vie et de rester dans cette pause si longtemps que possible pour faire cette expérience, mais celui qui est en mode:
bah, tout dépend de moi, tout repose sur moi, et quand tu as une sangha, en fait, tu peux échanger. Quand ça va pas, tu peux échanger. Quand ça va, tu peux accompagner. Et c'est quelque chose que je découvre aussi avec la sangha, qu'on a aujourd'hui, c'est que en fait, je peux accompagner, je peux, nourrir. Et en fait, je le faisais en tant que formatrice et j'avais mis une certaine distance, tu vois, pendant ces années-là. Et maintenant que j'ai une sangha, en fait, je suis beaucoup plus à même, de limiter la distance et de me rendre compte à quel point on est tous connectés et que c'est OK, en fait, à un moment de dire: ça je sais pas. Ça, je peux l'accueillir, ça, c'est pas OK. Mais toi et moi, on est humains, il y a pas de problème, c'est la bienvenue. L'instant où tu me respectes, je te respecte et c'est OK, quoi. Et est-ce que tu ou à partir de quand tu conseillerais de le verbaliser aux autres? Par exemple, je m'engage sur ce chemin-là. Est-ce que dès le début, je peux en parler autour de moi? Ou est-ce que je dois en parler quand je suis un petit peu plus sûr? Alors ça va dépendre de ton entourage. Par exemple, si tu prends, certaines personnes qui ont grandi, dans un milieu spirituel, elles peuvent en parler tout de suite autour d'elles et encore que j'ai connu une personne qui a pas trop pu le faire parce que c'était pas la bonne lignée, dommage. Mais comme quoi même dans la spiritualité, il Mmh. peut y avoir des tensions. Personnellement, moi, j'en ai pas à parler autour de moi tout de suite, parce que je sais que dans ma famille, j'ai toujours été, connectée au spirituel. J'ai toujours été connectée aux éléments, à la nature, parler aux arbres. J'ai toujours fait des trucs chelous pour les gens les autres dans ma famille. J'étais un peu j'ai pas envie de dire le vilain petit canard, mais le petit canard, tu sais, ils étaient tous blancs, puis moi j'étais noire, tu vois? Ou le canard, qui est arc-en-ciel, tu vois? C'est-à-dire qu'ils avaient tous une tenue qui a été conforme à la société et moi j'étais celle qui débarquait, qui avait, les plumes en vrac, Pimpé. qui posait les mauvaises questions au mauvais moment, qui tu vois? Et en fait, j'ai pas du coup partagé à mes proches, ça tout de suite. Je sais que quand mes parents se sont rendus compte que je les lisais à l'époque des livres ésotériques, que je faisais des expériences avec des aiguilles dans des bougies. Non mais j'ai tout fait pour vous. Et que je tirais les tarots, ils m'ont Toutes ces regardée. anecdotes. Ils m'ont Mathieu, tu nous as menti. non, il a pas menti, c'est moi qui ai peut-être, pas conscience, et pourtant c'est marrant parce que tu vois, j'adore raconter des histoires. Je pense que je suis une Donc conteuse, mais pas de ce la. sont des anecdotes. Ouais. Ah, il y a quelque chose là-dessous. Je vais creuser. Note pour plus tard aussi. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas, je leur ai pas dit tout de suite quand ils l'ont découvert au fil du temps, ils s'en doutaient, voilà, ils voyaient les livres dans ma chambre, ils voyaient bien les discussions, les gens avec qui je traînais, Mais en même temps, tu étais montée à Paris, Je suis tu avais montée fait à cette Paris, carrière, donc tout allait bien. ouais, bah, je suis montée à Paris pour finir mon bac+4 en marketing, et en fait, 3 ans plus tard, j'ai non, 10 ans plus tard, j'étais guide de yoga à plein temps, tu vois? Mais, la réflexion d'un de mes proches, à ce niveau-là, ça a été, «Tu cherches encore une nouvelle solution pour fuir la réalité», quand j'ai dit que je devenais guide de yoga, tu vois? En 2014, Ah ouais. à temps plein. Et donc je l'ai pas verbalisé tout de suite. Mais tu vois, je l'avais verbalisé auprès de mon ex-mari à l'époque. Donner encore une anecdote si vous voulez. Et ben, ça s'est pas très bien passé. Parce que j'étais obligée en même temps, on habitait ensemble, il voyait bien que, bah, j'avais mon job en tant que directrice de projet en agence, mais qu'il y avait un décalage qui se faisait qui était monstrueux. C'est-à-dire je revenais du boulot, j'étais déprimée de la façon dont on traitait les gens. J'étais déprimée de ce qu'on me demandait de vendre. À l'époque, je travaillais pour des grandes sociétés, hem, de consommation qui existent encore aujourd'hui pour ne pas j'ai pas envie de les nommer, mais bah, quand je voyais comment ils traitaient les agents en interne, comment ils considéraient leurs produits et les gens qui achetaient leurs produits, j'étais dégoûtée, dégoûtée. Et plus j'allais, dans le yoga et j'assumais ma spiritualité à nouveau, parce que j'avais tout mis dans des petits cartons, parce que mon ex-mari était très cartésien, je m'étais dit: «Non, il a raison quand même, si c'est pas prouvé, ça existe pas». J'ai tout mis à la cave. Mais la vie se charge de te rappeler à tout ça. Hem et ben, et voilà, il y a un moment, ça a clashé, on s'est séparés. Ah oui, Et voilà, mais à côté de ça, le fait de verbaliser, mais tu vois, c'est par la sangha que j'ai trouvé les meilleures personnes, OK. mais malgré tout, il y a eu 2 amis, qui ont été très proches, qui étaient là depuis le lycée et qui ont été des soutiens de dingue et dont un, j'aurais jamais juré qu'on deviendrait aussi proches à un moment et qu'il était spirituel aussi et il est beaucoup plus spirituel que moi, je pense d'ailleurs, et voilà, je pense que, verbaliser, il faut que tu juges avec qui et quand et surtout que ce soit juste pour toi. Mais c'est comme pour tout, parfois il y a des décisions qu'on prend, des changements, si tu changes de boulot ou quoi, où tu dis: «Bah, là, je vais pas en parler tout de suite» et c'est OK, c'est pareil. Ce qui est important, c'est pas de te demander comment ton entourage va, dans un premier temps, c'est pas de te demander à qui j'en parle ou pas, c'est trouver ta sangha, questionner, et surtout te demander ce qui te motive.
Moi, c'est vraiment les conseils que je donnerais. C'est pourquoi tu veux Super. aller dans cette C'est lignée-là. important de Ouais. dire tout ça, à mon avis. Oui et questionner pourquoi, questionner les enseignements que tu reçois et échanger avec des gens qui sont dans ces enseignements-là pour voir si, en fait, tu matches vraiment et tu sens que ça te fait vibrer, que ça t'apporte vraiment cette dimension-là de réponse, en fait et après, il sera toujours temps d'en parler autour de toi. Mais chaque chose en son temps. Là, ouais, c'est vraiment ça, les conseils que je donnerais. Mmh. Merci beaucoup pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a motivé à te questionner et à nourrir, voire à mettre en place ta pratique personnelle. N'hésite pas à nous dire en commentaire ce que toi tu en retiens. Pour écouter les interviews complètes de Nathalie et Adam, rendez-vous dans l'épisode 28 dans lequel je parle de la simplicité du yoga avec Nathalie et dans l'épisode 55 dans lequel nous parlons de l'aspiration au yoga avec Adam. Tu trouveras les liens dans la description de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel extrait qui parlera cette fois de la signification profonde du yoga pour moi avec la question de Léa. Et d'ici là, n'oublie pas, tout est déjà là.